Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on préfère choisir tout ce qui est autre que se choisir nous-mêmes. Et c'est peut-être pas de notre faute parce qu'on a été colonisés, malheureusement, ça fait partie de notre histoire. Et il y a des séquelles. Elles sont peut-être pas visibles à l'œil, mais elles sont là. Ma question à moi, c'est pourquoi est-ce que la femme noire doit être camouflée dans l'espace public? Pourquoi sa beauté naturelle doit être camouflée, doit être cachée, doit être transformée pour qu'elle soit acceptée dans l'espace public? Le message que j'aimerais transmettre, c'est que nous sommes assez. Il n'y a pas eu d'erreur quand on t'a fait, que Dieu qui t'a créé n'a pas fait d'erreur en te créant. Je suis le résultat de tout l'amour qui m'a été donné pendant mon enfance. Hello chers tous, vous espérant en parfaite santé des différents endroits où vous suivez cette émission. Un réel plaisir de vous retrouver encore une fois pour un autre numéro de Deep Conversation. Cette émission qui s'est donnée pour objectif d'aller à la rencontre des hommes et des femmes afin de discuter autour de leur parcours et de tirer des grandes leçons. Un réel plaisir cette fois-ci de recevoir dans Deep Conversation une dame au parcours incroyable. Elle va se présenter et elle nous partagera le poids qu'elle a sur le cœur. Elle se dit lanceuse, si on peut le dire comme ça, d'alerte sur une question très importante et capitale, avec sujet que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Deep Conversation, c'est maintenant. Ça y est, depuis le 14 décembre 2025, le pouvoir caché des relations est disponible sur Amazon et sur d'autres plateformes où vous pouvez l'acheter au prix de 25 € pour ceux qui sont en Europe, en France, aux États-Unis, et au prix de 15 000 francs pour ceux qui sont en Afrique, francophone, anglophone et peu importe. Le pouvoir caché des relations a été édité chez Soart Éditions, une maison d'édition qui accompagne des jeux de talent, particulièrement du Congo, mais aussi de l'Afrique de façon générale. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec cette maison d'édition pour vous accompagner dans la rédaction, la publication de vos ouvrages littéraires. Aussi, je tiens à travers cette petite introduction vous rappeler que vous êtes plusieurs qui nous suivent dans Deep Conversation, cette magnifique émission où je reçois les différentes personnalités de tous horizons avec qui on discute sur des sujets de société, mais pas que, aussi sur leur parcours de vie. Et au travers de ces émissions-là, on essaie de tirer des leçons de vie. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes au nom de JM Tikaya, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, le même nom, JM Tikaya. Bonne émission à vous, à très bientôt, Yébelardo. Alors, bonjour. Bonjour. Déjà d'entrée, il y a une question que je pose très souvent à mes invités. Est-ce qu'on se tutoie ou on se vouvoie? On se tutoie. Vous êtes sûr? Je suis certaine. Ok, donc on va se tutoyer. Moi, je te connais, mais ceux qui suivent assurément cette émission ne te connaissent pas. Okay. Est-ce que tu peux déjà te présenter de la meilleure des façons? Ok. Donc, je m'appelle Viviane Bossina. Je suis congolaise. Je vis en ce moment à Paris. Je suis actrice, chanteuse, danseuse, artiste, globalement. Et donc voilà. C'est un peu moi, in a nutshell. Ok. Ouais. Alors, qui est Viviane avant la chanteuse, l'actrice, avant la danseuse? Ben, je suis une fille, l'enfant de Jean-Marie et Amélie. C'est une grande partie de qui je suis, de mon identité. Okay. Donc, j'ai des parents, bon, ma mère n'est plus, mais j'ai eu des parents merveilleux. Mon père, c'est mon meilleur ami. Ma mère était ma meilleure amie. J'ai eu la chance maintenant, la bénédiction d'avoir une belle-mère qui m'a été donnée, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai été bénie avec des guides sur cette terre magnifique, merveilleux. Donc, je suis une fille, pour commencer. Ensuite, j'ai 8 frères et sœurs. Donc, je suis une petite sœur. La dernière? La dernière, la Benjamine. Je suis tante. J'ai 20 neveux et nièces maintenant. Déjà? Ouais, je crois. Et donc, je viens de ça, quoi, d'une famille pas parfaite, pas totalement tout le temps unie non plus, mais j'ai été remplie d'amour, remplie d'amour. Donc, une fille, un enfant,
Étant donné la Benjamine, c'est tout à fait normal. Ouais, bon, tout le monde n'a pas cette chance-là, cette bénédiction-là, donc c'est important pour moi de le souligner. Et je crois que c'est vraiment ma base, la fondation, qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Donc, donc il y a ça. Je suis une chrétienne, donc je suis une servante de Dieu. Et ça, c'est aussi une grande partie de qui je suis et de ma vie. Et donc, à cause de ça, j'essaye de vivre ma vie au service des autres. Au service des autres. Voilà, c'est tout ce que Ok. je veux dire. Ouais. Alors, tu exerces dans des corps de métier ayant un grand rapport avec l'image. Oui. Quel est le rapport de l'image avec ton enfance? Est-ce que c'est avec le temps que tu as découvert, mais où très tôt, les parents ont plus ou moins influencé à travers, je sais pas, des sorties au cinéma? Est-ce que dès l'enfance, tu avais un grand rapport avec l'image? Pas à mon souvenir. Pas à mon souvenir. Après, j'ai pas la meilleure des mémoires. Mais la première chose que j'ai vue au cinéma, c'était Tarzan. Ok. T'as aimé? Le dessin animé ouais. Le dessin animé Tarzan. C'était une belle expérience parce que c'est un beau dessin animé. Mais j'ai un autre rapport à tout ce qui est à Tarzan et à tout ce qui a été raconté sur l'Afrique depuis mon enfance. Donc on en parlera sûrement au fur et à mesure de l'émission. Mais non, j'ai pas vraiment grandi devant la télé ou au cinéma ou donc ouais, ça n'a pas vraiment été une partie intégrale de mon enfance. Ok. Avant qu'on aborde le sujet qui nous rassemble tout au long de cette émission, Ouais. est-ce que y a un élément de toi, de la personne que tu es, Ouais. De ton enfance, de ton éducation, que tu aimerais mettre à la disposition de ce public? Oh, je sais pas si je comprends ta question. Comment ça? Est-ce que y a, pour moi, Ouais. on a plus ou moins fait le tour en ce qui concerne ta personne, mais peut-être qu'il y a un élément que tu aimerais mettre en avant. L'importance de la famille. Ok. L'importance je suis le résultat de tout l'amour qui m'a été donné pendant mon enfance. Ok. Et ça serait un rêve pour moi, c'est un rêve que toute petite fille, tout petit garçon puisse avoir ça au tout début de leur vie parce que ça fait toute la différence. Que tu as reçu beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et tu en donnes. J'essaie d'en donner du mieux que je peux. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu fasses une promesse au public, à ces femmes qui vont suivre cette émission-là. Ok. Et quelle est, aujourd'hui, si une femme noire regarde cet épisode, cette émission jusqu'au bout, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'elle puisse capter comme message? Qu'est-ce qu'elle doit comprendre sur sa beauté et sa personne avant qu'on ne plonge au-dedans du sujet? J'aimerais que toutes les femmes noires qui me regardent et qui regardent l'émission puissent... en fait, que le message avec lequel... le message que j'aimerais transmettre, c'est que nous sommes assez. Qu'il n'y a pas eu d'erreur quand on t'a fait. Que Dieu qui t'a créé... j'ai pas le verset en français, vous allez me pardonner, Tu peux le dire en m'excuser. anglais. Mais il y a le verset, je l'ai même pas, j'ai pas le numéro du verset, je crois que c'est dans le psaume. But you are fearfully and wonderfully made. Que le Seigneur qui t'a créé n'a pas fait d'erreur en te créant. Et c'est vraiment de la pointe de la pointe de tes cheveux à la base de tes pieds, il n'y a pas eu d'erreur quand tu as été faite. C'est vraiment le message que j'espère que tu intériorises et que tu commences à vivre, quoi, parce que you are fearfully and wonderfully made. Dans l'image de Dieu. Donc, voilà. Ok. Ouais. Voilà, Viviane Bossina est une actrice professionnelle congolaise avec elle nous allons parler des cheveux naturels, de l'identité, de la représentation et comprendre un peu les discours autour de ces questions-là, puisque nous, je dis nous, mais pourtant je ne suis pas une femme. Les femmes africaines aiment se projeter sans toutefois regarder au-dedans d'elles, sans puiser dans la culture. Donc c'est le discours que tu souhaiterais aujourd'hui tirer un peu la sonnette d'alarme. D'où te vient le déclic?
Ok, personnellement, je vais repartir à mon enfance. Ok. Moi, j'ai grandi. Je crois qu'en tant qu'être humain, on a tous des complexes, on a tous des insécurités. Et moi, les miens, personnellement, en grandissant, parce que je suis née au Congo, mais je suis partie du Congo très jeune. J'ai quitté le Congo quand j'avais 6 ans. Et donc, je quitte un environnement où je me retrouve, qui me ressemble, pour être transplantée dans un environnement où je deviens la minorité, entre parenthèses. Donc, on vient en France. Enfin, j'ai vécu un peu partout dans le monde, mais je suis d'abord venue en France. Et en France, c'est là, enfin, à 6 ans, donc tu commences un peu à avoir conscience de qui tu es, à quoi tu ressembles. Et c'est là que je fais face au racisme pour la première fois. C'est là que... Et c'est tout ça qui déclenche en moi, en fait, self-hate, ça serait trop dire. Parce qu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, on sait pas en tant que... On ne se haït pas en tant que personne, parce qu'on ne sait... Enfin, on sait même pas qui on est à 8 ans, à 7 ans, à 6 ans. Mais je commence à développer un complexe sur mon corps, sur ma peau, sur mes cheveux. Donc, quand je dis... mes cheveux est un problème. La couleur de ma peau est un problème. Mes lèvres est un problème. Mon nez était un problème. Mais j'ai des formes. J'avais des formes. Et donc, je me souviens que quelqu'un a dit que mon corps était vulgaire. Comment est-ce qu'on peut dire ça à un enfant de 8 ans? C'est ce que tu as vécu. Que ton corps est vulgaire. C'est ce que tu as vécu. C'est ce que j'ai vécu en étant ici. Et donc, ça crée un malaise. Ok. Ça crée un malaise. Et donc oui, donc je grandis avec ces complexes-là. Et ça me prend très, 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 très longtemps pour déconstruire ces idées qui avaient été plantées en moi. Et le déclic, donc ça commence vers 2013-2014. Là, on a quitté la France, on est maintenant aux États-Unis. Et en parallèle de ça, il y a un mouvement aussi qui commence aux États-Unis qui s'appelle le Natural Hair Movement. Et j'ai eu la chance, Dieu merci, d'y être à ce moment-là et de me heurter à ce mouvement. Et ça commence à changer les choses en moi, quoi. Donc, je coupe mes cheveux défrisés, je refais connaissance avec mon cheveu naturel. Et j'apprends à connaître cette partie de moi que j'avais jamais vraiment connue, quoi. Et donc ouais, 2013-2014, et je crois que je suis en 5e ou 4e. Et principalement, la chose... Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une chanteuse qui s'appelle India Ari, qui a une chanson qui s'appelle « I am not my hair ». Et donc, elle avait cette chanson-là et elle avait fait un remix avec Akon. Et le remix avec Akon avait eu pas mal de succès. Et donc, j'ai entendu cette chanson-là et ça a changé quelque chose en moi. Ok. Et je crois que c'est depuis ce moment-là que la déconstruction a commencé à prendre place, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que j'y travaille toujours. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que les cheveux naturels te rappellent? C'est de l'esthétique, c'est une identité, c'est de la liberté, c'est politique, est-ce que c'est une guérison? Je dis toujours que j'ai pas envie d'être le le nazi des cheveux, mais oui, pour moi, le cheveu naturel, c'est tout ça. C'est notre identité, c'est la liberté d'être qui on est, qui en a été créé pour être. C'est politique parce que c'est partout où on va, le symbole du succès, le symbole de la réussite, le symbole de la beauté, le symbole de ce qui est accepté, c'est le cheveu lisse. Ok. Et donc, oui, c'est un peu une rébellion de dire non. C'est pour ça que la plupart du temps, je te vois toujours rasé. Non, raser, c'est parce que, parce que j'aime, parce que c'est aussi à cause du boulot que j'ai fait à un moment qui me demandait de raser mon crâne. J'ai fait un contrat à Disney, mais on en parlera peut-être plus tard, qui demandait aux performeuses de se raser la tête. Mais je m'étais rasé la tête pour la première fois en 2010, donc c'était personnel et j'aime beaucoup ce style. Mais non, mais pour moi, oui, c'est tout ça. All the above. C'est politique, c'est identitaire, c'est rébellion, c'est révolutionnaire. Mais c'est aussi, en fait, en même temps, ça ne l'est pas parce que c'est la manière dont Dieu m'a créé. Ouais. Donc, c'est la manière dont mon cheveu pousse. Et donc, en même temps, non, quoi. En même temps, c'est juste moi.
Ok. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des remarques déplacées sur tes cheveux? Parce que bon, j'allais dire aussi sur ton apparence, mais bon, ça, dès 8 ans, tu as été Oui. confronté à ça. Est-ce que tu peux nous partager un peu l'expérience? Des remarques déplacées, pas récemment, mais en Bon, grandissant. on est aujourd'hui de plus Ouais. en plus dans un monde de liberté. Oui. Au moins de dérapage, facilement, on peut se retrouver dans la sauce. Mais par exemple, hier, avant-hier, je sais pas, dans le passé, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oh non, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de remarques déplacées par rapport à mes cheveux. C'était difficile parce que je crois que j'étais l'une des premières personnes à le faire dans ma famille. Et je me souviens qu'il y a eu, ouais, il y a une ou deux de mes sœurs qui avaient peut-être pas des meilleurs, enfin, des critiques parce que le choix n'était pas compris à ce moment-là, chose qui a changé aujourd'hui. Je me souviens quand j'étais petite, j'habitais à Nice et j'étais enfin, on était deux noirs dans l'école. Il y avait mon cousin, il y avait moi et j'étais la seule fille. Et je me souviens une fois, je crois qu'on m'avait fait des tiges. Ouais, mais je crois que ça s'était attaché. Et je viens à l'école et on me dit, oh, elle a des serpents sur la tête. Enfin, ça, c'est enfantin, mais en même temps, c'est blessant, quoi. Enfin, tu vas te retrouver être la risée de l'école, de tes camarades de classe et tout. Ça, pour un enfant, ça fait mal. Tu sais pas trop comment prendre ça, tu sais pas trop comment le vivre. Et donc, mais non, ça fait très longtemps. Et pour te dire vrai, même si j'en recevais aujourd'hui, je suis tellement construite que ça me dérangerait même pas. Ok. Ouais. Tu parles lorsque on débattait sur notre émission, tu parlais de normes hérocentristes. Ouais. Quand tu dis normes hérocentristes, tu fais allusion à quoi? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? En relation aux cheveux ou en général? Non, que ce soit en relation avec le cheveu, Ouais. que ce soit en relation de façon générale avec le vécu. Norme eurocentriste, c'est quoi? C'est de la beauté. Parce qu'il y a le standard de beauté. Le standard de beauté, c'est, en tout cas, l'occidental, le caucasien. Donc, en parlant enfin, moi, je suis une femme, donc on va parler de la femme. On va parler de la femme blanche, avec les cheveux clairs, avec les cheveux lisses, les cheveux longs, les traits fins, le corps fin, pour la plupart du temps. Avec Kim Kardashian, Jennifer Lopez, tout ça, ça a un peu changé, mais on repart vers la tendance plutôt maigre, ça revient à la mode. Donc ouais, quand c'est ça, la belle femme, c'est celle qui est blanche, fine, grande. Après, ça dépend de où. Par exemple, aux États-Unis, ouais, c'est la femme blanche qui est grande, qui est fine, qui a les cheveux lisses, souvent blonds, et tout ce qui est à proximité de ça est considéré comme beau. Et tout ce qui s'éloigne de cette réalité-là est considéré moins attirant, moins... Alors que nous, en Afrique, on est très... on est à l'opposé de ce standard-là. Enfin, en tout cas, notre standard de beauté, en fait, traditionnel, est l'opposé de ce standard eurocentriste. Et donc, et moi, je trouve qu'on se fait violence en tant que peuple noir, en tant qu'Africain, en tant que Congolais, d'essayer d'atteindre ce standard de beauté qui n'est pas le nôtre. Et qu'on n'arrivera jamais à atteindre, parce que ce n'est pas nous. Et donc voilà, c'est à ça que je fais. En dehors de cet exemple, est-ce que tu en as d'autres en rapport avec ces normes? Tu as eu un brassage culturel assez intéressant, né au Congo, donc enfance au Congo. Ensuite, la France. Tu parles des États-Unis, tu parles très bien anglais. D'ailleurs, même avant le début de l'émission, tu as dit vraiment, il y aura beaucoup d'anglicisme pendant le tournage. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'expérience, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de réalités auxquelles tu as été confronté. Si tu peux nous partager, ça ferait énormément du bien. De mon parcours un peu. Qui aujourd'hui s'élève, où nous les Africains on les élève comme modèle, alors que avec un regard différent, on a tellement mieux chez nous-mêmes qu'on peut s'approprier telle ou telle réalité, telle ou telle approche, parce que c'est toujours pas meilleur chez les autres en fait. On croit toujours qu'il y a la bonne bouffe
chez l'autre, alors que parfois on est même dans la même situation où on est mieux. On est mieux, ouais. Malheureusement, j'ai presque envie de dire que, en tout cas, je peux parler que du Congo parce que c'est le seul pays africain que je connais, Ok. enfin que je commence à apprendre à connaître parce que je commence à repartir au pays et j'ai eu un déclic personnel qui me rappelle un peu à mes sources. Mm. Donc c'est aussi c'est un processus de découverte pour moi dans lequel je suis en ce moment. Mais j'ai l'impression que nous, on élève presque tout ce qui n'est pas nous. Qu'est-ce qui aujourd'hui te blesse de par notre attitude? Parce que je sens comme un cri de cœur intérieur. Ouais. Et Je- c'est difficile à extérioriser. je peux voir c'est comme si tu visualises une image Ouais. qui te vient et puis tu aimerais expliquer cette image-là. Qu'est-ce qui aujourd'hui vraiment, et ça s'apparente beaucoup plus à la révolte, est-ce que tu peux nous partager cette image qui te vient en esprit, qui te révolte, qui te pousse à dire, mais on est peut-être mieux que ce qu'on on embrasse. En fait, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on préfère choisir tout ce qui est autre que se choisir nous-mêmes. Ok. Et on le fait. Et c'est peut-être pas de notre faute parce qu'on a été colonisé, malheureusement, ça fait partie de notre histoire. Et il y a des séquelles. Mm. Il y a des séquelles qui sont toujours peut-être pas elles sont sous-cutanées. Mm. Elles sont peut-être pas visibles à l'œil, mais elles sont là. Et elles sont là, on le voit dans la façon dont on se traite nous-mêmes, on le voit dans la façon dont on se traite entre nous-mêmes, on le voit dans la façon dont on est prêt à mettre l'autre sur le piédestal. Mm. Et quand je dis l'autre, celui qui est extérieur à nous, quoi. Mm. On préfère faire confiance à un étranger, on préfère faire confiance au savoir de l'autre que de faire la recherche et d'essayer de voir ce que nous on fait, comment c'est fait chez nous ou comment c'était fait chez nous. Enfin, et je sais que ça va être difficile de défaire tout ce qui a été fait, mais moi, le cri de mon cœur, c'est que essayons de repartir vers qui on était, parce que, ça revient à ce que j'ai dit au début, Dieu nous a fait et il ne fait pas d'erreur. Et donc, il n'y a pas eu d'erreur quand il a fait nos traditions, quand il nous a fait nous physiquement, il n'y a pas eu d'erreur. Donc, et je pense, et peut-être que j'extrapole un peu, mais j'entends, et là, je reviens du Congo et j'entends encore des expressions comme « Ah, Mondele aka Njambe, hein, Mondele aka Mondele, Mondele a Mayele ». En fait, oui, bien sûr, mais l'intelligence qu'il a, C'est la même c'est la même intelligence que nous, on a. Et donc voilà. Et qu'on peut être amené à faire peut-être les mêmes choses Et mieux. ou mieux encore. Ou mieux encore. Et mieux encore. Voilà. Et tu dis, la dernière fois quand on a échangé et que tu étais au pays, tu as vécu une expérience qui t'a quand même revolté avec les tissages. Oui. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience-là? Parce que quand on discutait, tu m'as dit, JM, c'est pas possible. On est en train... Tu parlais de leucémie, sauf... L'alopécie. Voilà, l'alopécie. Ouais. Qui limite risque de devenir... Une épidémie. Voilà, Moi, un véritable phénomène de société. Est-ce que tu peux partager cette expérience et ton cri de cœur par rapport à ça? Ok, j'ai envie de commencer par dire que je sais que c'est très délicat parce que notre apparence en tant que femme, c'est un capital important pour nous dans les sociétés dans lesquelles on vit. Et je sais que c'est un sujet sensible et que c'est très sensible. Donc, j'ai envie de le toucher avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'humilité aussi, parce que mon souhait, n'est pas de blesser qui que ce soit. Mais c'est vrai que là, je reviens du pays et j'ai fait 1 mois et demi, et que la plupart des femmes que j'ai vues, en fait, souffrent de ce qui est diagnostiqué. Ben, je sais pas si... Mais en tout cas, c'est diagnostiqué. Enfin, ça s'appelle l'alopécie de traction. Okay. Donc, l'alopécie, c'est une maladie auto-immune qui fait que la personne qui en souffre perd tous ses cheveux. Et ça, c'est vraiment, c'est une maladie, c'est un diagnostic et c'est irréversible. Maintenant, l'alopécie de traction, c'est une forme de perte de cheveux qui est due à tout ce qui est mécanique.
tout ce qui est tresse trop serrée, chignon trop serré et très récurrent, processus chimique, donc défrisage, coloration, mèche trop lourde, en fait, tout ce qui attaque ton cuir chevelu et qui détruit les follicules du cuir chevelu. Et donc, ça commence par un trauma, donc une fois, 2 fois. il y a 2 fois, 3 fois, et au fur et à mesure, ça emmène à la mort des follicules. Ok. Des follicules. Et quand le follicule meurt, il n'y a plus de marche arrière. Ok. Et donc, ça va être, oui, une perte. Et c'est souvent dans toute la périphérie du crâne. Et on va souvent le voir, en fait. Et on le voit très souvent chez les femmes. Et on le voit très souvent chez les femmes noires, pas seulement les femmes congolaises, les femmes noires en général, parce que nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes les seuls qui le font avec une régularité, qui le font assez souvent ou tout le temps. Et donc, on le retrouve souvent chez les femmes noires. Donc, perte de cheveux devant et souvent devant. Donc, toute cette partie-là qui va disparaître. Et donc, j'ai vu ça. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il faut que quelque chose soit fait. Il faut que quelque chose soit fait. Je ne sais pas si c'est un manque d'éducation, si c'est un manque de savoir, si c'est un manque de volonté, je ne sais pas trop. Est-ce que pour toi, c'est je sais pas, une stratégie parce qu'on reste un peu dans la façon de penser, prisonnier des réalités extérieures. Tu l'as dit, qu'on a cette habitude de dire Mondela Kamaela, le blanc reste le blanc, donc comme pour dire que le blanc est plus intelligent en fait. C'est un langage très courant qu'on retrouve parfois dans nos sociétés. Donc pour toi, est-ce que c'est une stratégie qui ne dit pas son nom? Est-ce que c'est genre une pression sociale que les femmes s'imposent? Absolument. Mais tu sais, tout à l'heure, tu parlais des femmes. Et dans ma tête, je me suis dit, non, mais il n'y a pas que les femmes. Parce que je me suis retrouvée à avoir beaucoup de conversations avec les taximans à Brazza. Et je me souviens, une fois, j'étais dans le taxi et je parlais avec un taximan du mariage, du coût du mariage au pays. Et, il me disait, c'est trop cher. Je dis, mais non, c'est pas obligé d'être cher. Il me dit, mais si, les maquillages, les machins, les tenues, vos tissages. Je dis, ouais, mais on n'est pas obligé de mettre un tissage pour se marier. Ah, mais comment ça, il faut mettre un tissage pour se marier. La belle famille, il faut être présentable devant sa belle famille. Et dans ma tête, je me suis dit, mais merde. Même les hommes, en fait, ils se sont fait bamboozled et ils sont tombés dans le piège. En fait, c'est un cercle vicieux parce qu'on me dit, oui, mais les hommes pensent comme ça parce que les femmes exigent. Mais en même temps, les femmes se disent, mais oui, mais pour que je sois choisie par un homme, il faut que je ressemble à ça. C'est un cercle, en fait, et on est tous pris au piège. On est tous pris au piège. Et donc oui, ça se... Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie qui peut nous permettre, en fait, de sortir de cette prison? L'éducation. C'est tout. Moi, je crois que c'est la seule... L'éducation et bien sûr le média, parce que la représentation est très importante. Okay. Et tout ce qu'on voit sur nos télés, que ce soit les séries, les films étrangers, américains, français, européens, turcs, indiens, et malheureusement africains aussi, quand tu penses à Nollywood, quand tu penses à tout ce qui se fait en Afrique du Sud, je le vois plus souvent en Afrique du Sud, il y a plus de femmes avec leurs cheveux naturels dans les shows et séries sud-africains qu'autre part. Mais même par exemple au Nigeria, ça va être toujours des femmes noires représentées avec des cheveux caucasiens, donc des perruques ou des tissages. Donc on ne se voit pas tel qu'on est, et ça joue aussi beaucoup. Parce que si tu te vois pas, ça t'envoie 2 messages. Un message principal, c'est que tu n'es pas assez... comment est-ce que je dirais ça en français? Même en anglais. You're not valuable enough to be represented. En fait, tu vas pas voir ta valeur. Non, que tu n'as pas assez de valeur pour être représenté. Okay. Donc le message que ça envoie, c'est que la femme noire, au naturel, telle qu'elle est, n'a pas assez de valeur pour être mise sur l'écran. Okay. Sur l'écran, à la télé, au cinéma. Il faut la pomponner un peu. Il faut la transformer pour qu'elle puisse être ensuite mise en exergue. Et c'est pas
c'est pas un message qui est très, il est pas audible, it's not loud, mais c'est en fait, c'est ce qui est sous-entendu. Voilà. C'est ce qui est sous-entendu. Et je me souviens, je sais pas si les téléspectateurs vont savoir, il y a une série qui s'appelle How to Get Away with Murder avec Viola Davis. Et il y avait un épisode qui a fait sensation parce que Viola Davis, dans cette série, c'est une avocate et une professeure de droit. Murder. How to get away with murder. Comment camoufler ou cacher un crime. Un crime. Et donc, elle porte une perruque la plupart du temps dans la série. Et il y a un épisode qui a fait sensation parce que elle rentre chez elle à la fin de sa journée et on la voit enlever sa perruque. Et toutes les femmes noires se disent « Oui, on se sent vu, on se sent... » Mais en fait... Pourquoi ma question à moi, c'est pourquoi est-ce que la femme noire doit être camouflée dans l'espace public? Pourquoi sa beauté naturelle doit être camouflée, doit être cachée, doit être transformée pour qu'elle soit acceptée dans l'espace public? Pourquoi? Telle est la bonne question. Que nous vous permettons de donner vos réponses en commentaire. Tu parles du pouvoir du cinéma, Ouais. de l'art, de la télé, de l'image. Tu baignes dedans. Est-ce que tu peux nous partager un peu les réalités de ce milieu-là? Dans quel sens? Dans le sens où, là, indirectement, tu nous as expliqué qu'il arrive, qu'il s'installe des logiques où pour mieux vendre, il faut occidentalisé, si on peut le dire comme ça, la beauté de la femme, de par son maquillage. Est-ce que aujourd'hui, le cinéma peut être utilisé pour nous comme un levier pour déjà commencer à corriger cela, Ouais. et dire aujourd'hui, on n'a pas imposé d'exigences aux gens. Il faut les accepter avec leur culture. Il faut, lorsque, par exemple, on veut mettre en avant des histoires des Africains, que limite au moins l'aspect culturel soit respecté. Est-ce que tu penses que, toi qui es dans le cinéma, c'est vraiment un puissant levier qui peut être utilisé pour amplifier cette identité capillaire, si on peut le dire comme ça, de la beauté de la femme noire? Je crois que le cinéma, c'est un outil super, ultra puissant. Et que oui, il pourrait être utilisé pour amplifier nos voix, notre beauté, nos traditions. Mais il faut qu'on soit de l'autre côté, en fait. Il faut qu'il y ait des réalisateurs noirs, il faut qu'il y ait des scripts noirs, il faut qu'il y ait script et scriptwriter, c'est pas la même chose. Il faut qu'il y ait des réalisateurs noirs, il faut qu'il y ait des auteurs noirs. Il y a de plus en plus d'acteurs et de comédiens noirs, mais je dois le dire et je vais le dire, dans un pays comme la France, on n'a toujours pas encore notre place. On se bat et... Il y a du racisme dans... Il y a du racisme, il y a toujours des idées. J'aimerais pas que tu sois blacklisté à cause Oh de ce non, que tu mais vas le dire, truc, hein. c'est que je ne le serai pas. Ok. Parce que je sais que c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a appelée sur cette terre et que c'est la mission qu'il a pour moi et que personne ne pourra venir à son encontre. Et donc, je ne le serai pas. Mais c'est la réalité. La réalité en France, c'est que on n'a pas encore notre espace. Et quand on nous ouvre un peu la porte, c'est pour jouer des rôles stéréotypés. C'est pour jouer des rôles stéréotypés. Mais on le voit de plus en plus. Donc, il y a déjà une amélioration par rapport à il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est un peu plus ouvert. Donc, il y a, par exemple, là, il y a un Ryan Coogler qui... c'est le réalisateur de Black Panther, qui a sorti un film qui s'appelle Sinners l'année dernière. Et le film a eu le plus de nominations aux Oscars de toute l'histoire des Oscars. 16 nominations. Un réalisateur noir, un film avec des acteurs noirs américains, noirs, de l'Angleterre. Donc, les choses avancent. Et pour pouvoir raconter nos histoires, on a besoin qu'on soit là. Parce qu'on ne peut pas compter sur les autres pour raconter nos histoires. Parce qu'ils ne le feront jamais assez bien. Parce qu'ils ne sont pas nous. Et ça, c'est la vérité. Et donc, oui, le cinéma, le média
tout ce qui est image, tout ce qui est livre, enfin littérature. On a besoin de se mettre au travail dans ces domaines-là parce que on a une génération, on a des générations impactées et on a encore beaucoup de travail. Et je sais pas si on va pouvoir réussir à changer les idées, les mentalités en une génération. C'est parce que ça a pris quelques. Enfin, si on pense à l'histoire de notre pays, on a été colonisé. Enfin, la colonisation commence en 1880. Et on a eu notre indépendance en 1960. Donc c'est autant d'années. Autant d'années, enfin ça a pris du temps quoi. Et donc c'est un travail qui va prendre du temps. Plus d'un siècle. Enfin à peu près un siècle. Et pour nous, j'espère pas que ça va prendre un siècle, mais on a du travail. On a du travail et je crois que le média, ça va être un outil puissant pour accomplir cette mission-là. Dans le cinéma, quels sont les clichés sur les femmes africaines qui te fatiguent le plus, toi qui es exposé à ça? Il y en a? En France, en tout cas, les rôles qu'on retrouve souvent, c'est femmes de ménage, rôle secondaire, mais vraiment... Rarement dans une posture de force. Oui, ouais, pas souvent, rarement. Et... C'est toujours la majordome. Et si c'est pas, enfin, ou le majordome, ou le vigile, ou l'éboueur, et tous ces travails-là sont nobles. Il n'y a pas de sous-métier, mais je crois que mais dans la représentation, on donne ces rôles qu'aux noirs. Qu'aux noirs. Et je crois qu'on n'est pas un monolithe et que je sais pas si monolithe ça se dit en français. Monolithe. Oui, ça se dit, d'accord. Okay. On n'est pas un monolithe et enfin, oui, il y a des éboueurs, oui, il y a des femmes de ménage, mais il y a aussi des docteurs, il y a aussi des avocats, il y a aussi des ingénieurs, il y a aussi des infirmiers, on est divers et on a des expériences diverses et il est temps de les montrer aussi, quoi. On n'est pas qu'un peuple qui souffre, on est un peuple qui est rempli de joie, d'intelligence, de rêves, oui, ouais. Je me souviens, j'étais à Pointe-Noire. Il faut que je raconte cette histoire. J'étais à Pointe-Noire, j'étais au bord de la mer dans un restaurant et je vois un couple, ils auraient pas pu avoir plus de 25 ans. Okay. Et c'était très jeune, okay. Très jeunes, tous les deux au resto, en train de s'embrasser, de rigoler. Et en fait, c'est ça que je veux voir aussi au cinéma. La vie de tous les jours, l'homme noir qui tombe amoureux, la femme noire qui est heureuse dans son couple. On se marie tous les jours, on accouche tous les jours, on perd je veux voir ça, la vie, je veux nous voir représenter to the fullest, avec toutes nos expériences. Et pas qu'on nous classifie et qu'on nous mette dans des cases. Dans des cases. Genre ménage, tout ce qu'on veut. Ouais. Que le tableau soit complet, au fait. Que le tableau soit complet. C'est une belle façon de le mettre. Ouais. Voilà. Dans les castings, est-ce que tu sens des attentes implicites sur ton accent, la coiffure, sur le rôle de la femme, la femme forte, femme ceci? Moi, pas. J'ai pas encore vécu ces expériences-là, mais je suis entourée de beaucoup de comédiens et d'acteurs noirs, actrices et acteurs noirs, qui eux, oui, ont vécu. Ça va être une jeune fille qui va dans une salle de casting et elle fait sa prestation et on lui dit non mais tu sais un peu plus comme si tu viens de banlieue, donc un peu plus racaille, un peu plus donc il y a ces stéréotypes que beaucoup ont et qui projettent en fait sur les comédiens et parce qu'ils sont en position de pouvoir, ils ont ils ont encore ils peuvent encore imposer cette façon de voir les choses parce que c'est eux qui décident qui ont le rôle. Et de l'autre côté, et ça c'est pas une accusation, mais si tu t'es pas encore construit et t'as vraiment, parce que en fait, il y a des milieux, quelque part, il te faut te faire une rencontre avec toi-même. Si tu l'as pas encore fait... Voilà, si tu n'as pas de la personnalité, c'est sûr que... Tu propages, en fait, ces stéréotypes et cette façon de voir les choses. Mais je sais que c'est aussi difficile parce qu'on a besoin de manger. Okay. Et donc, non, mais c'est une réalité. Je vais vous prendre un exemple. On n'est pas tous Denzel Washington. Il raconte une histoire très, très fameuse
il y a un entretien de Denzel Washington qui raconte que quand il a commencé, il avait déjà commencé à faire quelques films et il a eu un rôle qui lui a été présenté. Et c'était le rôle le plus payé de sa carrière jusqu'à ce point-là. Et c'est un rôle qu'il appelle aujourd'hui The Nigger They Couldn't Kill. Okay. Donc le négro qui pouvait pas tuer. Okay. Et dans ce truc, c'est l'histoire d'un homme noir, on dirait qu'il est accusé de viol sur une femme blanche et qu'il le lynche, il survit, bref, il a refusé. Il a refusé parce qu'il a dit je ne veux pas en fait perpétuer cette image de l'homme noir. Et c'est un risque qu'il a pris parce que on lui a offert une grande somme d'argent et dire non à ça. C'est osé. C'est avoir de la personnalité, du caractère. Non seulement ça, mais c'est aussi risqué. Parce que ça aurait pu lui fermer les portes du cinéma. Il a pris un risque, il a dit non. Et le risque à payer, parce que quelques temps plus tard, il a reçu son rôle dans Glory, où il a fini par avoir un Oscar. Ok. Mais est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans une situation où on voulait te mettre dans des cases? Dans le monde du cinéma? Oui. Ou de l'image, parce que tu n'es pas que dans le cinéma. Oui, je suis au théâtre aussi. Voilà, théâtre. Je t'ai vu aussi dans des mini-séries. Je t'ai vu aussi dans des publicités. Oui, aussi, ouais. Honnêtement, moi, personnellement, pas encore. Je n'ai pas encore eu cette expérience. Pas encore eu cette expérience. Ouais, Oui, vraiment, je ne peux pas mentir, je ne peux pas dire que je l'ai eu parce que personnellement, non. Si tu pouvais réécrire 5 rôles des femmes noires, ça serait quoi? Si je pouvais écrire 5 rôles? Réécrire par rapport à... Par exemple, là, aujourd'hui, tu nous as dit que très souvent, on nous retrouve dans les rôles de la femme de ménage, du portier, je sais pas, du vigile, le majordome, tout ce que tu veux. Si aujourd'hui, il y a des rôles que tu peux être amené à réécrire, ça serait quel type de rôle? Quand tu dis réécrire, jouer peut-être? Jouer ou écrire si tu te retrouves de l'autre côté de la caméra. Intéressant. Une bonne question. T'as jamais pensé à ça? Non, ouais. Okay. Après, je sais ce que moi je veux jouer. Mais un rôle d'aventure. Okay. Un rôle d'aventure parce que j'adore tout ce qui est fantasy, Harry Potter, tout ce qui est donc un rôle dans un rôle d'aventure. Davantage de rôles comme on a vu dans Black Panther. Oui, mais avec la femme noire à la tête, comme Black Panther 2, ouais. Ou Woman King aussi. Woman King, c'était une révélation pour moi parce que c'est là où je me suis rendu compte que je voulais faire un film d'action. Ouais, ou le genre de film. Il y a un film, il y a une trilogie qui se prépare, qui sont basées sur des livres. C'est une trilogie qui a été écrite par une autrice nigérienne, mais américaine, donc née aux États-Unis, qui se base sur les orishas du Nigeria. Okay. Et c'est en train d'être... Les orishas, c'est les dieux? Les dieux, ouais, les dieux nigériens. Et donc, c'est un monde un peu... C'est un Harry Potter, en fait, mais au Nigeria. Et j'ai hâte de voir ça parce que... C'est déjà en production? Ça a été fait. Ils ont filmé. Ça a été acheté par Paramount Studios. Et ils ont filmé, je crois, l'année dernière. Il y aura je peux pas. Le rôle principal est revenu à une Sud-Africaine. Okay. Il y aura Damson Idris. Il y aura des gens de Woman King. Je crois que il y aura Cynthia Erivo qui est là-dedans aussi. Okay. Donc c'est un peu un Harry Potter pour les Noirs. Un truc que j'aurais adoré voir quand j'étais petite, quoi. Parce que quand tu parles de représentation, c'est ça, quoi. C'est ça. Tu vois, où on est là, on vit. Où on est représenté. On est représenté. Et pas seulement, parce que souvent, quand on est représenté, tu es the token black friend. Tu es là parce que tu es noir. Okay. J'aimerais qu'on soit juste vu comme des êtres humains qui vivent. Okay. Qui sont noirs, mais qui ont des histoires, qui ont des trajectoires de vie. Que tout ne soit pas en fait ramené aussi à notre couleur de peau, parce que je crois que c'est fatigant aussi. À un moment donné, c'est fatigant aussi. Donc oui, plus de rôles d'aventure. Je veux voir les femmes noires en fait aimer
Mais je veux voir des histoires d'amour entre femmes noires et femmes hommes. Et hommes noirs. Ou qui sont pas des histoires où elle est trompée. Non, des histoires où la femme noire est valorisée, elle est aimée, elle est adorée. Des histoires d'amour avec Du Roméo et Juliette. Ouais, tu vois. Pas à l'africain, mais... Mais pourquoi pas à l'africaine avec nos réalités, mais où c'est... Parce que souvent, quand on pense... des films noirs, on pense aux films noirs, aux histoires noires, c'est souvent, il y a de la souffrance, ou il y a de la peine, ou c'est l'esclavage, ou c'est la... Tu vois, juste un film où la femme noire vit sa vie, tombe amoureuse, happy ever after, tu vois. Quoi d'autre? Maintenant, si les questions aujourd'hui de changer tout ce que tu me dis là, ouais. Est-ce que le rôle revient aux producteurs, aux scénaristes, aux plateformes publiques, aux acteurs, je sais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a un groupe de personnes dans cet écosystème qui a la responsabilité au fait de décider, de mettre en avant ces systèmes-là, ou bien difficile au fait parce qu'on risque de ne jamais couper cette mauvaise réalité. Ouais. Avant, je dirais que c'était les studios qui avaient ce pouvoir-là, parce qu'ils avaient les sous, ils avaient ce pouvoir de décision. Mais aujourd'hui, avec ça, tout est, ça a démocratisé, ça a tout démocratisé. Donc, le pouvoir aujourd'hui nous revient à nous, et c'est à nous de raconter nos histoires, comme les Ryan Coogler l'ont fait, le font. C'est à nous de d'écrire. Personne ne viendra nous sauver. Jésus est déjà venu, il reviendra, mais entre-temps, c'est à nous de faire les choses. Okay. Donc, c'est à nous d'écrire nos histoires, c'est à nous de mettre ensemble nos ressources pour créer des médias, et raconter nos histoires. Okay. Il faut qu'on arrête d'attendre, parce que si on continue d'attendre, on risque d'attendre éternellement. Alors, j'ai une question, donc on va sortir du cinéma pour revenir sur les questions liées à la beauté de la femme. Ouais. Aujourd'hui, si tu es face à une femme qui se défrise les cheveux, elle est chronique avec les perruques, tout ce que... Quel conseil, qu'est-ce que tu peux dire à cette femme-là, sans la juger, hein, qu'est-ce que tu peux dire à cette dernière? La première question que je demanderais, c'est pourquoi? Parce que il y a en fait... Je crois qu'il y a deux catégories de femmes noires. Il y a les femmes noires, il y a la femme noire qui s'accepte, qui s'aime, qui se connaît. Et il y a celle qui a encore du mal à accepter qui elle est, comment elle est, cheveux, peau, tout, traits. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que j'ai pas envie d'être la nazie des cheveux naturels ou quoi que ce soit, parce que on a beaucoup d'options. On a les tresses, on a les mèches, on a les tissages, on a les perruques. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est est-ce que tu sais prendre soin de ton cheveu d'abord? Okay. Si la réponse est oui, éclate-toi, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, amuse-toi. Mais si la raison pour laquelle tu mets tous ces artifices-là, c'est parce que tu veux te cacher, c'est là où je dis qu'on a un problème. Et si la raison pour laquelle tu te caches, c'est parce que tu ne t'aimes pas, j'aimerais t'encourager à creuser. À creuser et à te demander pourquoi, jusqu'à ce que tu arrives à la réponse, en fait. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on mérite toutes d'être bien dans sa peau. On mérite toutes d'être bien dans sa peau. Donc, si elle le fait parce qu'elle aime changer de look, elle aime la variété que ça lui apporte, vas-y, amuse-toi. Mais si c'est parce que tu veux te cacher, pose-toi des questions. Et je t'encouragerai à guérir. Et je dis ça parce que moi, je l'ai fait. Enfin, ça a été un travail. C'était un travail de guérison, vraiment de guérison. De se regarder dans le miroir et de s'accepter tel qu'on est, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Et donc ouais, avec tout l'amour possible, je l'encouragerai à faire ce travail-là. Tu as promis du anglicisme, donc quand tu bugs... I would encourage her to do that work. Voilà. Quand tu bugs, ce qui est sûr, au niveau de l'équipe technique,
Il y a des interprètes qui sont Donc, là. il y aura des sous-titres, donc c'est bien. Voilà, ils nous aideront à sous-titrer. comprendre ce que tu dis. Ouais. Est-ce que les femmes noires reproduisent, je pense que tu l'as dit, reproduisent-elles les normes qu'on a dénoncées au long de l'émission Oui. de façon inconsciente, je pense. Elles le font de façon inconsciente. De façon inconsciente, mais même des fois consciente. Mais en fait, il y a un peu ce sentiment de j'ai pas le choix. Je suis dans C'est de notre faute, nous les hommes aussi. On se dit... Les hommes noirs. Oui. Bah, vous êtes victimes aussi. Non, mais c'est vrai, vous êtes victimes aussi. Prenons un cas pratique. Moi, le premier jour, on s'est vu. Ouais. Je dis, je sais pas si... Non, je pense que tu avais les tresses. Non. Le premier jour qu'on s'est vu, c'était quand c'était l'année dernière. À la au conférence. business. Oui, non, j'ai pas. Je crois qu'il avait encore les cheveux plus ras que ça. Parce que je sais pas si je suis allé sur Internet où j'ai vu que... Bon, je sais pas si je t'avais vu avec les tresses ou pas. Mais moi, ça m'a étonné. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait avec les rats Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait avec les rats En fait, Ouais. culturellement, ça me choque un peu de voir une femme... Bah, t'es pas le seul. Voilà. T'es pas le seul, Donc, ouais. du coup, je me dis, si, face à une femme comme toi, qui a fait un rat ou qui s'est coupé les cheveux, on est étonné. Et face à une femme qui a des perruques, bon, moi, je ne sais même pas distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. On se dit, waouh, quelle beauté. Mais est-ce que nous-mêmes, on n'amplifie pas, en fait, cette mauvaise pratique de occidentaliser nos femmes? Mais en fait, c'est ce que je dis, en fait. Ou bien on est victime. On est tous victimes. On est tous victimes, malheureusement. Et je pense un peu à l'expérience qui a été faite avec plusieurs animaux, mais celle que j'avais lue, c'était avec l'éléphant. Ok. L'éléphant tout petit, il est battu, il est attaché dans un cirque. L'éléphant dans un cirque. Dans un cirque, plutôt. Il est battu, il est attaché, il est en fait conditionné à vivre et à travailler pour ce cirque. Et après, tu vois, il grandit dans cet environnement-là, tel que quand il devient grand, même quand la porte est grande ouverte, il va pas sortir. Parce qu'il a été conditionné, ça a tellement été un travail sur son mental que quand la porte est ouverte qui lui permettrait de sortir et de partir, il part pas. Parce qu'il est conditionné. Et c'est un peu notre cas maintenant. Les Occidentaux ont tellement bien fait leur travail, la suprématie blanche a tellement bien fait son travail, qu'elle n'a plus besoin de nous. Non, on le fait nous-mêmes. Et c'est rentré dans nos... C'est rentré... Ben oui. Quand on parle de peau, le plus t'es clair, le plus t'es belle. Quand on parle de cheveux, le plus t'as les cheveux soyeux, bouclés, machin, le plus c'est beau. Ils ont plus à faire, on le perpétue nous-mêmes maintenant. Et donc ouais, non, on est tous un peu victimes. On est tous un peu victimes, malheureusement. Et c'est un travail qu'on doit faire collectivement, en tant que collectif, ensemble. Mais comment est-ce qu'on peut commencer à faire ce travail-là si on n'a pas de visuel, de représentation, si on ne le voit pas? Mais il faut que tu deviennes... C'est un des projets que j'ai à cœur. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui parce que c'est encore mais vas-y, partage-nous. Parce que c'est un peu flou encore dans ma tête, mais j'aimerais bien... j'ai appelé ça The Natural Hair Academy, mais c'est l'Académie des cheveux naturels. Okay. Ça serait un lieu au Congo où les femmes viendraient se tresser, mais qu'avec leurs cheveux. Mais au-delà de ça, il y aurait de l'éducatif, en fait. Ça sera des ateliers où on apprend aux femmes, aux filles, comment faire leurs cheveux, comment hydrater leurs cheveux. Qu'est-ce qu'est leurs cheveux, déjà? Parce que c'est vrai que... Enfin, c'est ce qu'on voit, mais le cheveu, déjà, de 1... On a cette misconception que le cheveu africain, notre cheveu est dur. Faux. Notre cheveu est probablement le cheveu le plus fragile de toutes les populations sur Terre. Pourquoi? Parce que il est notre cheveu est super bouclé. Notre cheveu est super bouclé. Et le sébum qu'on produit, que notre crâne produit, n'arrive pas en fait à atteindre la longueur entière de notre cheveu parce qu'il y a trop de chemin à faire. Les cheveux lisses, c'est facile. Ça descend, c'est facile, le chemin est droit.
Mais pour le nôtre, ça doit faire tellement de chemin que il n'y arrive pas. C'est limite serpenté. Et donc, notre cheveu de base est très sec. Et donc, Mais limite, il nous faut des séminaires pour comprendre ce mais mystère. exactement. D'où- La porosité, la densité, comment hydrater son cheveu, et d'où l'éducation. Et j'aimerais créer ce lieu où ce sera possible pour... Est-ce que tu as des principes à nous dire pour se libérer de ce regard extérieur et... Moi, en tant que chrétienne, c'est Dieu qui m'a aidée, en fait. C'est Dieu qui m'a aidée. À te libérer Oui, quand j'ai internalisé la réalité que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé l'univers et la terre, m'a créé. Ok. Et que Dieu ne fait pas d'erreur. Je sais, et ça va être peut-être compliqué pour les gens qui ne sont pas croyants, mais c'est aussi simple que ça. Dieu est tout-puissant. Dieu a créé le Mount Kilimanjaro, a créé le désert du Sahara, a créé le maillon magnifique, a créé les étoiles, et il a créé Viviane. Et enfin, je suis un peu émue maintenant, mais c'est vrai, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité qui est vraie. Il nous a fait, il t'a fait toi, il m'a fait moi, et qu'il ne fait pas d'erreur. Quels sont les what are the odds of me being here today? What are the odds of you being here today? Tu vois, c'est juste la conception elle-même, c'est un mystère. Et il a fait qu'on soit là. Il a fait qu'on soit là. Il nous a créés. He made me in the secret place. Et il ne fait pas d'erreur. Et donc, que ce soit mon cheveu, que ce soit mon nez, que ce soit ma bouche, que ce soit ma taille, que ce soit mes formes, pas d'erreur. Et donc, quand j'ai compris cette réalité-là... Tu t'es libérée. Oui, ouais. Et pour une femme qui n'est pas chrétienne, qu'est-ce que tu peux dire à cette dernière? Je lui dirais la même chose. Je lui dirais la même chose. Qu'elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas là par hasard. C'est pas une erreur. C'est pas une coïncidence. Et qu'elle est she's enough. Okay. She's enough. Alors, on va attaquer les 10 dernières questions. C'est des questions signature. Hein. Oh. Donc, Okay. je pose ces questions-là à l'ensemble de mes invités qui participent à Deep Conversation. Mais avant tout, si vous venez de nous rejoindre pour cette émission, depuis le début de cette nouvelle saison de Deep Conversation, nous sommes accompagnés par l'Enfi. C'est quoi l'Enfi? L'Enfi, c'est cette application qui vous permet d'envoyer de l'argent de l'Europe, voire même du monde entier, vers l'Afrique. Vous savez, nous, ceux de la diaspora, nous sommes des véritables leviers économiques pour nos parents. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser l'application l'Enfi, c'est très simple et c'est gratuit. Téléchargez l'Enfi et suivez les instructions pour envoyer de l'argent à vos parents, c'est sécurisé. Aussi, si vous avez un problème lié à votre titre de séjour, votre visa, vous voulez l'AVI, n'hésitez pas à faire appel au service de SAD Consulting. Vous avez un bandeau qui passe en bas de cette émission. Prenez contact avec cette agence. C'est un cabinet juridique qui vous accompagne dans le conseil et ils apporteront des réponses à vos problèmes ou à vos questions. Voilà. Viviane, on va attaquer la dernière partie qui est la partie orientée question signature. Ok. Dans ta foi, qu'est-ce que veut dire « je suis à l'image de Dieu » ? Je suis à l'image de Dieu. Il m'a fait à son image. Et à sa ressemblance. Et à sa ressemblance. Et il m'a envoyé sur Terre pour une mission que je suis en train petit à petit de découvrir. Ok. Qui encompasse ce sujet qui a un rapport avec traité. Les cheveux, l'identité, le cinéma, la représentation. Ouais, la représentation, tout ça. Okay. Ouais. Est-ce que tu as déjà prié un jour en disant cette prière, Seigneur, je n'aime pas mon apparence? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que... Tu l'as fait plusieurs fois. Oui, mais ça fait des années que je... Qu'est-ce qui s'était passé?
Non, mais c'est tout ça. Est-ce qu'à cause de... elle a des Non, serpents sur la tête? Non, tu sais quoi, c'était, je me souviens, je devais avoir quoi, 13 ans, un truc comme ça. Et j'avais lu The Bluest Eyes de Toni Morrison. Ok. Et je me suis dit, pendant 2 ou 3 jours, je me mettais devant le miroir et je priais pour que je puisse me réveiller avec les yeux bleus. Je prie. Et non, mais j'étais convaincue que Dieu pouvait le faire. Dieu peut le faire. Mais non, aujourd'hui, je veux plus qu'il le fasse. Parce que mes beaux yeux marron foncés sont tout à fait assez pour moi aujourd'hui. Est-ce que tu as fait un voyage vers ta découverte personnelle? Parce que quand tu parles de toi, tu donnes beaucoup de détails. Comment ça? Yeux bleus, marron, foncés. Mais oui, mais je t'ai dit que, en grandissant, il y avait vraiment ces complexes. Okay. Et donc, aujourd'hui, je le dis sans honte et avec toute humilité, je suis une belle créature de Dieu parce que j'ai traversé toute. Je suis passée de de ce côté-là à où je suis aujourd'hui. Ça a été un vrai chemin, quoi. Pour toi, la beauté, c'est quoi? C'est un don, une responsabilité, une expression, une tentation? Ouh! C'est un cadeau. Donc c'est un don? cadeau. Un don, ouais, un don. Pas une responsabilité? Une responsabilité. Pas une expression aussi? On parle de beauté africaine. C'est un cadeau, mais parce que là, on parle de la beauté physique, parce qu'il y a parce que. Mais très souvent, quand on parle de la femme, de la beauté africaine, on ne parle pas de la beauté intérieure. Oui, on parle pas de la beauté intérieure aussi, on est d'accord. On parle de la beauté physique. On parle de la beauté physique. C'est un don et c'est aussi oui, une expression de qui nous sommes. De qui nous sommes, ouais, notre identité en tant que peuple aussi, oui, ouais. Où est la frontière entre prendre soin de soi et chercher la validation dans tes expériences? C'est intérieur. c'est une question de cœur. Parce que et c'est aussi par la grâce de Dieu, en tout cas moi dans mon expérience, que le plus j'approfondissais ma relation avec Dieu, le moins j'avais besoin de validation externe. Et quand je dis moi de validation externe, je parle bien sûr de la validation masculine. Donc le plus cette réalité, cette vérité que je suis assez en Christ, je suis fait à son image, je suis une créature qu'il a créée et dont il est content. En fait, le plus sa voix s'amplifie en moi, le moins la voix externe. Tu peux le dire en anglais. Hein? The more the truth, God's truth and His reality became. Plus Dieu grandit en toi, moins la parole de l'homme a de la valeur. Et sa validation et sa croyance. Dieu t'a déjà validé au fait. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Tu dis être chrétien, donc tu fréquentes une église. Est-ce que tu as déjà senti une pression, soit présentable, soit ceci, au niveau des églises? Oui, quand j'étais plus jeune, donc quand j'ai commencé mon chemin avec Dieu, parce que je suis née dans une famille chrétienne, mais la relation avec Dieu, c'est personnel. Donc quand j'ai commencé à avoir cette relation moi-même avec Dieu, j'avais autour de 18 ans, 19 ans, et j'habitais en Floride à ce moment-là. Et j'allais dans une église, Daybreak Assembly, les gens avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, parce que ils m'ont vraiment marqué. Mais j'ai eu une expérience où il y avait une sœur en Christ qui m'a en fait m'a un peu reprimandé, mais parce que j'étais peut-être, je sais plus ce que je portais, mais après faut dire, j'ai des formes, donc peu importe ce que je porte, ça va toujours se voir. Et donc bref, elle m'a dit c'est pas un bon truc, une bonne tenue pour venir avec à l'église et tout. Et une fois c'était pas une bonne tenue? Je me souviens plus, mais tout ce que cette expérience m'a ramené à mon enfance en fait il faut se cacher, il faut, tu vois ça, et il faut qu'on entame cette discussion aussi, parce que
c'est vrai que l'ONU s'est souvent mis sur les femmes et sur comment elles se présentent, mais l'homme aussi est appelé à être discipliné et il faut sur son regard envers sur la son femme. regard envers la femme. Il faut qu'on en parle aussi parce que bref, c'est une autre conversation pour un autre Vas-y, jour. vas-y. Dis-nous, c'est ça, Deep Conversation. Non, mais c'est vrai parce que c'est vrai qu'on met beaucoup de la responsabilité sur la femme, mais Moins de responsabilité et sur moins l'homme. de responsabilité sur l'homme, parce que enfin il faut. Tu penses qu'il nous faut... Vas-y. Tu ne te retiens pas. Tu penses qu'il faut plus d'éducation du côté de l'homme? Il faut juste qu'on réapprenne à se voir en tant que frères et sœurs en Christ. Avant Ou frères et sœurs, avant même de parler de religion. avant même de parler juste en frères et sœurs humains. Ok. Avant même de parler de parce que je crois et c'est pas encore une fois c'est la société dans laquelle on vit où le sexe est partout, la culture du porno est partout. La femme est en fait est réduite à un objet sexuel. Ok. Donc souvent la relation que l'homme a à la femme, c'est une personne qui va me ramener du plaisir au lieu de voir un être à part entière qui a des rêves, qui a des peurs, qui a des tu vois, c'est objet sexuel, objet de mon attirance, objet de mon truc. Elle est belle, oui, elle est moche, tu vois. Il faut qu'on revienne à ça en fait. On est hommes et femmes, mais on est d'abord être humain. Et je crois que ça pourrait arranger, ça pourrait déjà résoudre pas mal de problèmes. Ok. Je crois, ouais. Waouh, c'est profond ce que tu viens de dire. Merci. Ouais. Quel enseignement biblique t'a le plus aidé dans cette découverte de ton identité, dans la réconciliation avec toi-même? Est-ce que c'est un enseignement sur l'estime de soi, sur les valeurs, ou sur qui est Dieu? Déjà sur qui est Dieu, mais c'est surtout ce passage dans Psaume, je sais plus c'est lequel. Psaume 119, 139. I am fearfully and wonderfully made. Où Dieu dit que He's made my inmost part and c'est lui He knit me together in my mother's womb. Donc il m'a modelé dans le ventre de ma mère. Et tu dis en fait donc tous les détails qui me concernent de ma physicalité, c'est lui qui a mis ça ensemble. C'est l'expression parfaite de Dieu. Oui, c'est 139. Voilà. 139. Et en fait, c'est ça a vraiment été révélateur parce que tu dis, mais il a pris le temps. Il a pris le temps de te faire, il a pris son temps. Dieu de l'univers a pris son temps pour moi. te faire. Ça dit tout. Pour moi, hein. Et en tout cas, dans mon parcours personnel, ça a été. Le déclic qui t'a. Ça a été très important en fait. Ça a été l'une des choses qui a commencé à changer les choses pour moi. Ouais. Pardon. Les cheveux naturels, est-ce que tu les vois comme une forme de réconciliation avec Dieu? Oui, parce que quand... Et encore une fois, j'ai pas envie d'être la nazie des cheveux naturels, la nazie de quoi que ce soit. Attends, je vais pas pleurer. Mais quand tu... Et là, moi, j'ai les cheveux colorés, hein, en toute transparence, j'ai les cheveux colorés. Donc, ils sont pas 100% naturels. Ok. Mais oui, parce que tout ce qui est... Quand tu vas tirer ça, quand tu vas injecter ça, qu'est-ce que tu dis? En fait, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? T'as pas bien fait, en fait. T'as pas pris ton temps. En fait, t'as raté quelque chose, t'as loupé quelque chose. Laisse-moi t'aider à remettre ça... laisse-moi t'aider en je sais pas, en injectant... Ouais, c'est une façon de dire... En fait, c'est si on va au plus profond... Après, si on creuse, oui, c'est une façon de dire, Seigneur... C'est toi qui m'as fait, quoi. C'est toi qui m'as fait. C'est toi qui as fait ce cheveu. C'est toi qui as fait ce cheveu qui pousse vers le ciel au lieu de pousser vers la terre. C'est toi qui as fait ce cheveu qui se boucle et qui se mélange entre lui-même. C'est toi qui as fait cette couleur noire foncée. C'est toi qui as fait... C'est toi. Et donc, oui, c'est un peu une réconciliation avec lui. C'est un pardon d'avoir pensé que c'était pas assez bon. C'est un merci pour sa beauté, parce que les cheveux naturels sont magnifiques. Et ouais. Voilà. Ouais. On continue toujours dans des questions signature. On est presque à la fin. Okay. Alors, est-ce que tu penses que certaines églises importent inconsciemment ces normes européocentristes dont tu as critiqué tout au long de l'émission? Des églises, non. Enfin, pourquoi tu penses qu'il y a une culture de... Je sais pas.
Alors, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un pasteur, d'ailleurs, qui sera aussi mon invité. D'accord. Où dans la discussion, il parlait, est-ce qu'on prend le temps de chercher à comprendre les cultures des uns et des autres afin de... On ne va pas parler de réadaptation, mais d'accepter les gens selon leur culture au lieu de chercher à universaliser les cultures. Et lorsqu'on cherche à universaliser les cultures, bon, lui, dans son expression, il était les églises aujourd'hui, évangéliques, protestants et autres, il y a une tendance d'africaniser les églises, alors qu'on ne retrouve pas que des peuples africains dans les églises évangéliques, même au niveau de l'Europe, des États-Unis et autres. Ouais. Il y a moins... on retrouve moins une représentation culturelle des Occidentaux et autres. Donc, c'est un constat fait par un homme de Dieu, mais est-ce que toi, tu penses que dans ce rapport-là, il y a peut-être, au vu des voyages que tu as fait, des cultures que tu as eu à vivre, est-ce que l'Église a peut-être un rôle à jouer dans ça? Dans quoi? Dans l'acceptance de soi? Ben... Est-ce que l'Église amplifie une certaine norme européocentriste, ou bien l'Église, dans sa mission, peut-être se dira, bon, soyez comme vous êtes, hein, comme le Christ aussi nous accepte tel que nous sommes. Bon. La seule, je crois pas que, enfin, je sais pas si l'Église a sa part à jouer. On sait que l'Église a été utilisée dans la colonisation, enfin, le colonisateur a utilisé la religion et la foi et l'Église comme un outil de colonisation. Donc on sait. Donc et je crois que on sait bien que Jésus n'est pas blanc aux yeux bleus. On sait bien que c'est une réalité. Il est né au Moyen-Orient, il est né à Jérusalem. Il n'est pas, au pire, il est brun. Mais il n'est pas blanc aux yeux bleus, ça c'est une certitude. Mais le colonisateur... On a reçu un homme ici qui a dit qu'il n'est pas blanc. Hein. Il peut ne pas être blanc aussi. Et lui, il était limite même proche de dire qu'il était noir. Je ne suis pas convaincue qu'il était noir aussi. Mais en tout cas, je sais qu'il n'était pas blanc aux yeux bleus. Mais le colonisateur a utilisé cette image to subdue us, to make us feel like we were not... Pour mieux dominer. Donc ça, c'est une des façons c'est une des façons que l'Église et Dieu a été utilisé par l'homme pour... maintenant, est-ce que nous, on pourrait l'utiliser d'une autre fin pour to undo the damage that was done, pour corriger ce mal? Je sais, peut-être en encourageant les gens de s'accepter comme Dieu les a fait. Mais je sais pas, j'arrive pas à voir comment aujourd'hui, peut-être par exemple au Congo, les églises peuvent jouer un rôle dans ce sens-là. J'arrive pas à voir comment. Mais peut-être. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as oublié de dire? On est à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un élément, un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais dire avant que tu regardes cette caméra et que tu donnes ton dernier message à... Donc ça, c'est pas le dernier message. Ouais. Ça, c'est le dernier message? Non. Est-ce que tu as oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois qu'on a abordé le sujet en surface, mais j'aimerais... Il faut bien en surface. Sinon... Il faut commencer quelque part. Ouais. Sinon, il nous faut plusieurs émissions. Ouais, mais il faut... Donc mais peut-être avec le temps, puisque Deep Conversation va évoluer vers... en devenant une institution, on trouvera des voies et moyens pour rendre accessible... voilà. Te mettre devant des jeunes filles pour avec plaisir. Mais je crois qu'on a un peu touché à tout, hein, je crois qu'on a rien oublié. Ok. Alors, tu vas regarder cette caméra et tu vas donner ton dernier message à quelqu'un qui te suit. D'accord. Pour la personne qui est en train de me regarder, qui a suivi cette émission et qui m'entend, j'aimerais, surtout la femme noire qui regarde cette émission, qui me regarde, j'aimerais juste te laisser avec ce message que tu es parfaite comme Dieu t'a fait, qu'il n'y a rien à changer, qu'il n'y a rien à améliorer. Il a pris son temps pour te créer.
il ne fait pas d'erreur. Ton cheveu est magnifique. Ta peau est magnifique. Et j'aimerais qu'on puisse... Parce que moi, je suis toujours dans ce processus-là. C'est un processus continu. Parce qu'on est toujours... Enfin, on est bombardé par des images et par des représentations qui nous disent... Qui vont à l'encontre de ce que je suis en train de dire là. Mais j'aimerais qu'on puisse faire un travail collectif de s'assumer et de s'aimer. Parce que c'est qu'en sachant qui nous sommes et en acceptant qui nous sommes qu'on pourra avancer et faire ce pour lequel... et faire ce... Tu peux le dire en anglais. Okay. Je suis vraiment désolée. Hein. Mais it's only in accepting ourselves and in loving ourselves that we'll be able to do what God has called us to do on this planet. So I really want you guys to take the time to get to know yourself, to get to know your body, to get to know your hair, and to know that and I know it sounds cliche, but to know that you're beautiful the way God made you. And that you're enough. You are enough. Voilà. Voilà. Ça a été le mot de fin de notre invité. Et même moi, bon, j'ai compris quelques concepts, hein, mais on va tous attendre la transcription pour mieux comprendre son dernier message. Vous aurez aussi la version sous-titrée pour ceux qui ne comprennent pas, qui ont du mal avec la langue anglaise. Ça a été un réel plaisir de te recevoir ici, dans ce numéro de Deep Conversation. Je pense que ce n'est pas ton dernier passage à Deep Conversation et qu'on aura d'autres occasions pour collaborer, pour discuter autour de ce sujet, parce que tu as dit dans nos échanges que tu aimerais ouvrir le débat. Ouais. Donc tu es libre aussi à écouter. Ceux qui viendront fort potentiellement défendre les perruques et tout. Absolument. J'espère seulement que tu as beaucoup de souffle. Je suis ouverte pour le débat. Voilà. Donc, ça a été... N'oubliez pas d'acheter Le pouvoir caché des relations. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Deep Conversation. Comme on a l'habitude... Ah non, cette fois-ci, j'aimerais remercier la technique, à la production, merci Paul. À la réalisation, nous avons Sam. Bon, je refuse de dire les noms de famille parce que je risque d'écorcher. On a l'habitude de le dire dans Deep Conversation. Yebelardo, Yebelardo, Yebelardo. Toujours Yebelardo, Nakadra Yebelardo. On est ensemble.